en mûrissant, Kojima brise toujours le quatrième mur et se dit, regardez bien, Hollywood, parce qu'on va vous mettre au chômage. Bonsoir les amis, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de la série Game 2021, une série de 10 émissions consacrées à l'univers des jeux vidéo. 5e épisode ce soir. Alors, changement de décor par rapport à la semaine dernière où nous avions parlé des jeux les plus célèbres produits par les mastodontes du jeu vidéo. Nous allons nous aventurer aujourd'hui hors des sentiers battus des grosses productions. Au programme, politique sociétale, sujet tabou, le jeu vidéo n'a plus de limite. Ça nous met l'eau à la bouche pour en parler, notre spécialiste en la matière, Nicolas Augusto, qui nous accueille dans un... Ah, quel magnifique décor. Bienvenue. Bienvenue, merci Gilles. On est à mi-parcours déjà. Mi-parcours de cette très grosse série, 10 épisodes en prévision. Parle-nous de ce décor. Je t'ai vu sur ta chaîne avec Mariana, donc vous avez fait un live hyper intéressant sur l'ufologie, la philosophie. Donc live qui a duré une émission quasiment de 2h30. Vraiment passionnante. Je vous encourage à aller la voir et aller l'écouter. Donc j'ai découvert donc là ton nouveau décor. Donc, vous vous êtes équipé pour faire du streaming. Exactement. On a relancé effectivement notre activité YouTube qu'on avait mis en pause pendant un peu plus d'un an pour des raisons personnelles. Là, on a décidé de repartir sur YouTube à fond avec toujours des sujets plus ou moins interdits, mais qui sont relativement centrés sur le paranormal, donc l'ufologie, la survivance de l'âme, la cryptozoologie, donc c'est la science des monstres disparu ou pas, type Loch Ness, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on a fait une émission la semaine dernière avec Pascal Fechner, qui est le directeur du Maybe Planet, chez qui j'ai dirigé une interview extraordinaire avec Luis Elizondo. Donc c'est celui qui a diffusé tout le contenu OVNI officiel à travers le Pentagone. Donc c'est un ancien du département de la Défense. Donc voilà, c'est en pleine ébullition. Et la semaine prochaine, je vais avoir 90 minutes de tête à tête avec Luis Elizondo. Ça va être énorme, mais vraiment énorme. Tu vois, ça fait 5 ans que je bosse sur ce dossier-là. Ça va être vraiment grosse pression parce que ça va être vraiment le vrai premier entretien en France avec lui, sans langue de bois. On va parler de comment fonctionne le département de la Défense, comment fonctionne le Pentagone, quel est leur intérêt au niveau des ovnis. Bref, c'est juste fascinant. Et en parallèle, vu qu'on est des fous avec Mariana, on s'est dit beaucoup de gens nous attendent sur le gaming parce que ça fait des années que moi je travaille là-dedans. Que Mariana et moi on joue. Donc, on a dit, allez, on se lance sur Twitch. On a décidé de lancer notre chaîne. On a fait notre première dimanche soir. Ça a vraiment cartonné. Donc, d'où le setup aussi, le décor un peu cool. Et après toi, on fait un Twitch à 22h30 aussi sur Twitch. Donc, bon, bah voilà, le digital, le digital, quoi, Gilles. Les gamers en général se couchent tard. Ouais. Minuit, on essaie de tenir minuit max quand même. Ouais, alors, max, parce qu'après, au programme, donc ce soir, cet univers, en fait, des productions indépendantes. Donc, tu m'avais listé une série de jeux pour que je sélectionne. J'en ai rajouté. Ok, pour que je sélectionne en fait une vignette, moi j'ai choisi vraiment cette vignette de Last Day of June. Je trouvais l'univers, le design vraiment incroyable, très accroché aussi par la musique et par l'histoire. Alors je vais te laisser développer et puis j'interviendrai au moment opportun pour te relancer. J'espère qu'on parlera de ce jeu. En tout cas, on a prévu d'en parler. Bien sûr, c'est pas le seul. Voilà, c'est pas le seul. Donc, je vais te laisser développer et commencer par le commencement. Eh ben, c'est parti. Alors, dans les grandes lignes, on a fait déjà ces 4 premières émissions où on a pu vous dépeindre globalement ce qu'on appelle les très grosses productions, les AAA, les budgets énormes, comme tu le disais dans l'introduction. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant que le jeu vidéo devienne majoritairement AAA, massivement développé avec des centaines de développeurs, il était indépendant. Souvenez-vous,
milieu des années 70, 80, on a des petits jeux qui sont faits par 3-4 personnes dans des garages en Californie et qui sortent des jeux, je pense notamment à Slop, je pense à plein de jeux, Pong, Pong sort de ce truc-là, tu vois. Et je dirais qu'entre 1987 à peu près jusqu'à 2010, le jeu vidéo s'est concentré exclusivement sur grossir ses productions pour arriver dans les années 2010 à des très gros jeux, des jeux qui coûtent plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars. Et dans les années 2010, on a évoqué la présence forte de Microsoft avec sa Xbox 360 et le succès que cette machine a eu. L'un des points qu'on n'a pas évoqué, parce qu'on avait évoqué la réussite du online, de jouer connecté, ça c'était vraiment le point de Microsoft. L'autre point, c'est que Microsoft avait senti une tendance à ce que des petits développeurs indépendants souhaitaient se remettre à développer du jeu indépendant dans leur garage et de leur côté. Alors, pour quelle raison? La première raison, c'est que pendant 87-2010, l'industrie n'a fait que grossir. Donc, d'un point de vue humain, beaucoup de créateurs se sont sentis oppressés, piégés par ces énormes structures qui sont au final de moins en moins créatives parce que, au bout du compte, plus tu mets de budget, plus tu limites la création dans le sens où tu prends de moins en moins de risques. Ça a touché le cinéma et la musique essentiellement. C'est les deux secteurs les plus touchés de ce point de vue-là. Le jeu vidéo n'a pas fait exception vraiment à ça. Hein. Donc beaucoup de créateurs ont décidé de quitter les gros studios comme Capcom, Electronic Arts, Microsoft, les gars qu'on a cités précédemment, pour créer leurs petits studios. Et en parallèle de 2010, Sony fait aussi le choix en interne, je pense à Santa Monica avec un jeu qui va quand même marquer, qui c'est Journey, c'est le premier que j'ai marqué sur la liste. C'est pas vraiment de l'indépendant, mais ils vont donner les moyens et la liberté créative en interne à certaines équipes, notamment à l'équipe de That Game Company, Genova Chen, de faire globalement ce qu'il veut. Alors, il a un budget globalement illimité quand même, mais il fait ce qu'il veut. Sony ne va pas vraiment interagir avec lui. De façon générale. Là, je vous la fais courte parce que l'histoire de Genova Chen, elle est fascinante. C'est vraiment un petit créatif qui a été récupéré comme ça en sortant de l'école et tout. Bon. Mais je ne peux pas rentrer dans trop de détails non plus parce que sinon les émissions font 4 heures. Et autre point, Nintendo, à l'époque, n'est pas très confortable avec ça, mais lance tout de même lui aussi un store qui s'appelle le WiiWare et qui va avoir quelques pépites, mais c'est le balbutiement. C'est Microsoft de toute façon qui va démocratiser ça à mort avec bien évidemment le PC, parce qu'on ne mentionne pas assez le PC, mais le PC est quand même la plateforme de référence à cette époque-là pour le marché indépendant, via des plateformes comme Steam, notamment de Valve. Et donc du coup, on voit émerger des mecs, 2 mecs, une nana, 3 mecs, 2 nanas, 5, 6 maximum, des mecs qui lèvent par exemple 50 000, 100 000 dollars et qui devent dans leur garage pendant 2, 3, 4, 5, 7 ans pour certains, je pense notamment à Fez, et qui vont sortir un jeu comme ça donc, et créer des surprises, des cartons, parce qu'au final les jeux sont ultra frais, proposent autre chose, c'est-à-dire qu'au lieu de proposer un Indiana Jones style, alors je prends vraiment le cas d'Indiana Jones parce que tu ne peux pas faire plus hollywoodien dans l'approche du cinéma, elle est positive ou négative, peu importe, hein, c'est très subjectif, mais c'est très hollywoodien dans son approche. Ces indépendants vont se pencher sur des questions de société, poser des problèmes de société, poser du débat dans le jeu vidéo qui n'en a pas encore. Ce qu'on trouve un peu dans la musique quand même, à travers les paroles, il y a quand même beaucoup d'artistes engagés dans tous les types de musique. Dans le cinéma indépendant lève aussi beaucoup de soucis de société, même un petit peu les films un peu moins blockbusters. Et puis, j'ai oublié quoi, littérature, musique, cinéma, donc voilà, j'ai fait un peu le tour des 3. Le jeu vidéo, c'était aussi à son tour de se dire, on est dans une société, ce sont des humains qui font des jeux, il y a un moment donné, ce serait bien aussi d'aller un petit peu plus loin, poser des trucs. Alors, je vous ai fait une liste, et pour vous donner une sorte de vision générale des sujets qui ont été traités, alors je ne vais pas tous les faire ce soir, hein, t'imagines bien, parce qu'on aurait pour vraiment, vraiment longtemps. J'ai pris quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeux qu'on va détailler dans leur approche, dans ce qu'ils proposent. Et puis après, je vous ai fait une liste de jeux, alors là, je m'y attarderai un petit peu moins, mais qui eux aussi abordent différents thèmes assez intéressants.
Et vous allez voir, il ne faut pas oublier que le jeu vidéo, c'est les mêmes créatifs que les réalisateurs et les scénaristes. C'est les mêmes créatifs que les compositeurs ou les musiciens. C'est les mêmes créatifs que les écrivains. Pour cause, beaucoup d'écrivains, je donne un exemple très récent, Maxime Chatham, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Maxime Chatham est un des plus gros sellers de livres en France, notamment avec Le Signal, par exemple. Il est aujourd'hui à la tête de la commission du jeu vidéo en France pour allouer des budgets, parce que c'est un énorme joueur, énorme passionné, et qui s'est beaucoup inspiré des jeux auxquels il a joué pour écrire certains de ses romans. Donc, en règle générale, le créatif ne s'arrête pas à son propre médium qu'il fait. On le voit bien dans la musique. Par exemple, je parle juste de ma toute micro-échelle. Hein. Moi, j'ai commencé la guitare, le chant, je fais la guitare, le chant. Et puis, j'ai fait du piano. Ce que je veux dire, c'est qu'un écrivain restera pas toujours écrivain aussi. Il va aller explorer peut-être d'autres choses. Il va peut-être faire du script pour du cinéma ou du script pour du doc. En règle générale, je pense quand tu es un peu créatif et que tu aimes ça, tu aimes bien aussi aller explorer les autres médias autour de toi, ne serait-ce que pour t'enrichir. Je pense que c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver quand on aime bien créer, quand on est un peu artiste, c'est de ne pas se limiter à une case. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gilles, mais… Oui, voilà, c'est des sources d'inspiration. C'est des sources d'inspiration. Ce que je ne savais pas, et tu me l'apprends, c'est que Maxime Chatham, je sais que Valérie aime beaucoup cet auteur, s'inspirer des jeux vidéo. Moi, mon inspiration vient essentiellement de la musique, du cinéma, voire également de la BD, tu vois. Et j'ai pas de source d'inspiration dans le jeu vidéo, mais je peux comprendre que voilà, c'est cette envie d'aller vers cet univers. Pour rebondir sur ce que tu as dit depuis le début, c'est vrai que dans le cinéma, ce sont avant tout des petits producteurs, des gens qui vont pas travailler forcément avec de gros budgets. Je pense par exemple au projet Blair Witch, qui a été tourné, je crois, avec même pas $20 000, qui en a rapporté peut-être 100 ou 1000 fois plus, mais qui apporte, voilà, le manque de moyens apporte également une nouvelle créativité. C'est peut-être synonyme aussi dans le jeu vidéo. Et également vont, comme le cinéma indépendant ou même la littérature indépendante, aborder des sujets sensibles, notamment les sujets sociétaux, ces sujets dits tabous, qu'en fait les gros éditeurs ne peuvent pas produire ce genre de choses. Tout simplement, j'ai discuté avec une artiste assez connue française là cet après-midi, parce que lorsque tu fais un post par exemple sur Instagram sur un sujet sociétal, tu clives en fait, les gens qui te suivent, notamment, voilà, tes fans peuvent t'aimer, par exemple, dans la musique ou voilà, dans la littérature ou le cinéma. Dès que tu vas pour pointer du doigt un sujet sociétal sur lequel tu vas porter un jugement, tu vas cliver. Voilà. Donc, c'est les petits. Pourquoi les petits vont vers ces sujets clivants? Parce qu'en fait, les petits n'ont rien à perdre. Voilà, moi j'en reviens peut-être à mon expérience personnelle. Lorsque j'ai publié le premier hit, je savais pas que ça allait devenir ce succès, j'avais rien à perdre. Quand j'ai fait les premières émissions de télé, j'ai déboulé, j'avais rien à perdre non plus, tu vois. Et dès lors que tu en fais après un deuxième, c'est là où ça se complique un peu. Voilà. Mais c'était pour abonder donc dans ton sens. Voilà. C'est exactement ça. Hein. C'est vrai que je prends souvent l'exemple de Rob Zombie qui a produit des films, qui a fait beaucoup de musique que j'aime beaucoup, qui dit toujours, quand il a fait ses tout premiers films, il avait 0 budget globalement sur La Maison des 1000 corps. Et moins tu as de budget, plus tu fais preuve de créativité pour pallier aux moyens du manque de budget. Et donc du coup, tu récupères, tu réfléchis tes scènes, tu réfléchis différemment parce que tu es contraint. Et c'est vrai que plus tu as de budget et moins tu réfléchis de façon générale. Après, tu as des exceptions. Tu as des mecs comme Nolan, ils ont du budget, ils sont toujours aussi exceptionnels. Mais de façon générale, c'est vrai que la créativité est poussée à son paroxysme lorsque tu dois te challenger toi-même parce que tu es contraint. Et c'est vrai que ces jeux que je vais évoquer, on va commencer par Journey. Journey, c'est That Game Company. C'est un petit studio à l'époque qui travaille pour Sony et notamment les studios Santa Monica en Californie. Et le jeu, tu joues une sorte de personnage, un petit peu un avatar
avec une sorte de toge dans un désert. Et le jeu va soulever en fait un truc assez exceptionnel. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais la force du jeu vidéo par rapport au cinéma ou à la musique, c'est des musiciens qui travaillent dans le jeu vidéo qui pointaient ce truc-là, c'est que c'est son interactivité. C'est-à-dire que tous les autres médiums, hormis la lecture, sont des médiums passifs. C'est-à-dire que tu t'allonges, tu fermes les yeux, tu écoutes ta zik. Le film, tu t'allonges, tu mets la télé et t'es posé. Tu n'as pas de physique, d'interaction physique concrète avec le médium. Le livre, tu as tout de même lire les pages, tu as une certaine fatigue liée à ça. Et ça, c'est vraiment… L'imagination, le livre, en fait, te propulse dans un espace imaginaire. D'ailleurs, tu collabores avec l'auteur parce que tu as y apporté justement ton imagination. Ta touche, tes perceptions, il y a des choses qui vont résonner en toi. Et c'est vrai que je mets le livre en exception parce qu'il se rapproche énormément du jeu vidéo pour ça. Le jeu vidéo, il ne faut pas oublier que tu as une manette, tu as des commandes, et ces commandes sont dictées par ton cerveau, et ton cerveau, il est dicté par des émotions que tu perçois visuellement, mais que tu perçois aussi au niveau sonore. Et tu as tout un jeu d'interactivité entre ce que tu vois et ce que tu entends, et les émotions que transcrit ton cerveau. Et tu vas voir, vous allez voir dans cette émission, je vais vous donner un exemple à un moment donné d'un jeu, moi qui m'a brisé en deux, littéralement, t'es effondré à la fin, parce que tu es touché physiquement, réellement physiquement, dans la relation que tu as avec le jeu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre uniquement aux jeux vidéo. Ça n'en fait pas un meilleur ou un moins bon, c'est simplement chaque médium a ses forces et ses faiblesses. Je n'y voyais pas une compétition avec les autres, moi j'aime explorer tous les autres. Donc pour revenir à Journey, c'est un jeu, donc tu as ta PlayStation 3, tu es connecté en ligne, mais le jeu n'a aucune apparence et Sony ne communiquera absolument pas sur le fait que le jeu est connecté en ligne. Ça, c'est vraiment un point à comprendre. Et tu joues cet avatar, on ne te dit rien. Donc tu te retrouves dans un désert, tu comprends simplement que dans le paysage, au loin, il y a une montagne. Donc tu te dis, assez naturellement, il faut aller à cette montagne. Et en fait, tout le cheminement du jeu, c'est un cheminement vers l'élévation, vers l'autre monde. Donc probablement une transition entre la vie et la mort. C'est ma perception que j'ai eue de cette expérience. Et ce qui est fantastique, c'est que tu vas rencontrer d'autres avatars, d'autres personnages qui ressemblent à toi, dans le monde, auxquels tu ne peux pas réellement interagir, tu ne peux pas parler avec eux, tu ne peux pas appuyer sur leur parler, comme dans tous les jeux avec une petite box, tu ne peux rien faire, tu les vois juste se déplacer. Et ils émettent des sons, des sortes d'échos sonores comme ça. Et en fait, tu te rends compte que tu crées une sorte de connexion, de dialogue entre toi qui le fais et eux qui le font, un peu comme le Morse. Et tu te dis, tiens, il me fait ça, c'est-à-dire qu'il veut que je le suive, par exemple. Où il te dit, tiens, viens ici, je connais l'endroit. Et le jeu dure à peu près 4-5 heures, c'est une expérience relativement courte de jeu. Et pendant 4-5 heures, tu te balades avec ces autres avatars dans ce monde, avec une aventure, tu passes de monts ensablés à de monts enneigés, au milieu d'un décor très pyramidal. C'est absolument magnifique, avec les reflets du soleil, des lumières sur le sable, sur la neige. Et le jeu est très fluide, tu glisses, tu survoles. C'est très épuré, j'ai vu des images de journée, donc c'est très épuré, hein, c'est très épuré. Oui. Voilà, c'est pas des décors luxuriants, etc. Hein. Non, il y a vraiment une patte artistique, un peu comme une peinture. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté Dali dans certaines peintures de Dali qu'on retrouve dans Journey, dans l'œuvre de Geneva Chen. Et tout au long de cette aventure, tu arrives et puis tu te rends compte, en fait, au fur et à mesure que tu montes cette montagne finale, que tu la gravis, c'est de plus en plus difficile, les intempéries, il y a vraiment un truc extraordinaire. Puis tu vois un des derniers personnages, en fait, qui est avec toi. Et tu arrives en haut et là, c'est une sorte d'explosion de lumière et tu sens que tu es passé vers un ailleurs. En fait, globalement, l'expérience, c'est la transition de la vie à la mort ou de la vie à la vie. C'est une sorte de transition, c'est assez fantastique. Et tu te rends compte qu'à la fin, que les personnages que tu as rencontrés, en fait, c'est d'autres joueurs dans le monde entier. Et en fait, tu es berné par l'idée que c'est des personnages gérés par l'intelligence artificielle du jeu, mais en fait, pas du tout. Ce sont des vrais gens. Et ce qui a créé une explosion sociétale autour de ce jeu quand il est sorti, c'est qu'il n'y avait pas d'identification, réelle identification, pour identifier
quel est tel type ou tel type de joueur en fait. T'as pas de nom, d'avatar, t'as rien en fait. T'as juste des signes. Et des gens, dans la vraie vie, ont essayé de se retrouver pour savoir quand est-ce qu'ils avaient fait cette expérience ensemble. Donc, il y a des gens qui faisaient des rassemblements. Vous avez joué à Journey, on se rassemble là, et les mecs avaient fait des signes. Est-ce que ce signe, ça vous dit quelque chose? Mais oui, mais j'ai fait le jeu avec toi. Regarde, moi, j'avais le truc et tout. Et en fait, ça a créé un mouvement. Et c'est vrai que Journey, je dirais que il y en a eu un peu d'autres avant, hein, jeux indépendants, mais Journey a quand même, je trouve, marqué d'une pierre blanche ce que peut être la création indépendante. C'est briser les murs. On appelle ça des jeux asynchrones. Donc, ce sont des jeux qui sont pas en ligne, mais pas offline non plus, qui sont entre les deux, qui créent une expérience particulière. Il y en a eu très peu, et aucun du calibre de Journey, qui ont une musique fantastique. Austin Wintory, le compositeur, et c'est absolument magnifique. Absolument magnifique, un talent extraordinaire. D'ailleurs, l'industrie du cinéma a été le chercher parce qu'ils disent mais c'est qui ce mec quoi, d'où il sort, il a une composition. Je vous invite vraiment à aller écouter sur les plateformes d'écoute Austin Wintory Journey, c'est vraiment magnifique. Donc Journey, voilà, c'est un petit peu la pierre angulaire de cette expérience. Et d'ailleurs, Sony a quand même un énorme succès commercial, mais ça amènera That Game Company à quitter Sony pour devenir totalement indépendant et pour pouvoir continuer. Et le mois prochain va sortir sur Nintendo Switch un autre jeu de Genova Chen dans la continuité. Ça s'appelle Sky, The Children of Light. Donc c'est le ciel, les enfants de la lumière. Et c'est Journey mais en plus poussé. Voilà. Il aime soulever. En tout cas, lui en tant que créateur est touché vraiment par la question de la vie après la mort. On le ressent très clairement. Et un des co-créateurs de Journey a créé un autre jeu, de que je vais vous parler. Et il a créé un autre studio, Giant Squid. C'est quelqu'un qui est absolument... Alors là, ça va vous parler parce que on sait que Gilles et Valérie et puis toute la communauté adorent les animaux, comme moi. Ça va vous parler parce que Giant Squid, ils ont créé un jeu qui s'appelle Abzu. Et c'est un jeu d'exploration marine. Et le créateur, l'équipe derrière le jeu, ce sont des gens très touchés par l'environnement, très touchés par la faune, la flore, et notamment des fonds marins. Et ils ont créé ce jeu où tu joues une sorte de plongeur, pas réellement humain, qui a une apparence humaine, mais qui n'est pas réellement humain. J'ai l'impression que c'est un humain dans 10 ou 15 000 ans, une sorte de l'évolution finale. Le monde est totalement submergé par les océans, et tu te retrouves, toi, à découvrir les fonds. Et en fait, c'est tiré par une narration assez intéressante. Très rapidement au début du jeu, tu as un requin blanc qui te tourne autour dans certaines zones. Donc, ça instaure une sorte de climat de peur. Et puis, à un certain moment de l'aventure, il y a un éboulement de pierre qui bloque le requin. Et donc, du coup, toi, en tant que joueur, tu vains ta peur, tu t'approches du requin pour l'aider. Et en fait, le requin va devenir ton guide dans cette aventure aquatique, qui est absolument incroyable. Et tu vas découvrir en fait un ancien monde, notre monde, voire même plus ancien, les Égyptiens, toute la planète a été submergée. Donc en fait, tu vois les vestiges d'un monde. Et en fait, le jeu critique très concrètement le fait que si on ne prend pas soin de notre mère nourricière, on va vers la catastrophe. Et ce qui est assez étonnant dans ce jeu, c'est l'hommage très précis que rendent les créateurs sur les espèces animales. Il y a des voyages, moi je m'en souviendrai toute ma vie, ça fait partie vraiment des jeux qui m'ont marqué. Un voyage avec des baleines bleues, absolument exceptionnel. Les musiques, on est toujours, je crois que c'est même Austin Wintory qui a fait aussi la BO, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est lui aussi. Les musiques, l'ambiance, pouvoir t'approcher, par exemple, il y a des moments où tu découvres des cachalots, donc tu es dans une eau sombre avec tes quelques lumières, donc tu es un peu entre la peur et la fascination, et c'est absolument fantastique. Et le jeu termine aussi, lui, comme Journey, dans un festival de lumière et d'hommage à la nature refleurit, reprend son éclat, ressort de l'océan pour recoloniser la Terre, en fait. C'est absolument incroyable. C'est vraiment des jeux exceptionnels. C'est ce genre de jeu. Peut-être un jour, Gilles, je te mettrai dans les mains parce que ça manque peu de skill au final. C'est pas des jeux compétitifs.
C'est pas C'est des quoi jeux le skill? difficiles. Le skill, c'est quoi? Le skill, c'est la technicité? C'est Voilà, c'est la connaissance. C'est de la Ok, capacité, en fait. ok. Tu te balades, t'as un bouton ou deux, tu te balades. C'est ce qu'on appelle des mood games en anglais, des jeux d'ambiance, des jeux d'humeur. C'est vraiment le ton. Donc en fait, il y a toujours quelque chose de narratif, mais pas dit. Comme dans le cinéma, où dans le cinéma, tu vois, c'est des personnages qui parlent, c'est dialogué et compagnie. Là, tu es dans quelque chose de contemplatif, tu as un petit peu une relation amoureuse, comme tu peux l'avoir avec certains tableaux. Tu regardes le tableau, la plupart des tableaux, tu les regardes, tu dis ça me parle pas du tout. Mais quand tu en trouves un, il y a un truc qui se passe, il y a quelque chose. La musique, c'est pareil. Tu t'écoutes le truc et là, tu te dis putain, il y a un truc qui se passe. Je me sens vivant. Et ben, ces deux jeux-là transcendent en tout cas le média, le jeu vidéo, ne serait-ce que par leur existence. Moi, je vois très bien. Mais je vous ferai une petite liste. Après, on va passer au troisième jeu, qui est un jeu qui m'a terriblement marqué aussi. Les larmes aux yeux. Je voulais en parler parce que je sais que toi, Gilles, ça va te parler. Et peut-être certains d'entre vous aussi, c'est Soldats Inconnus. Soldats Inconnus, c'est fait par une équipe d'Ubisoft, donc un studio français entre la France et le Canada. Et en fait, ils vont rendre hommage à la Grande Guerre, donc la Première Guerre mondiale. Et tu es dans une ambiance graphiquement type bande dessinée. C'est vraiment de la bande dessinée avec des plans. Et tu vas jouer différents personnages de cette Grande Guerre. Et c'est ça toute la magie du truc, c'est que en fait, tu n'es pas pris à partie, tu joues que les Français, ou tu joues que les Allemands, ou que les Américains, ou que les Anglais, ou qu'un homme. Tu vas jouer aussi une femme, et tu ne joues pas qu'une femme, tu joues aussi un chien. Et en fait, ce jeu brise de façon très intelligente, sans cacher un côté politique, comme on peut l'avoir aujourd'hui, comme on le voit. En fait, il le fait avec une élégance absolue. L'équipe qui est derrière ce jeu a un talent extraordinaire. Les musiques, je vous invite à aller écouter les musiques. C'est un talent exceptionnel. Et donc, du coup, tu joues ce Français qui est envoyé à la guerre, mais qui est un fermier, qui n'a pas du tout envie d'aller à la guerre, mais qui n'a pas le choix. Et puis, il se retrouve dans les tranchées, et puis il devient ami avec un Anglais qui lui, veut pas non plus, il est là, et puis il apprend par une lettre que sa femme et ses enfants sont morts, et qu'il se dit, mais j'ai pas de raison de revenir. Mais pourtant, il est rappelé par le mal du pays. Et puis, il va créer une relation avec un chien qui va être une sorte de lien extrêmement affectif avec lui. Après, tu as du gameplay, bien évidemment, il y a un petit peu d'énigmes, il faut passer sous les obus, tu envoies ton chien aller chercher un truc, puis il revient, puis tu pries pour que ton chien ne se prenne pas un obus. Et puis quand c'est pas que ton chien t'envoie, c'est toi qui y vas. Et tu dis à ton chien de rester. En fait, tu fais le choix. Tous ces choix qui rendent l'expérience exceptionnelle. Et le pompon, c'est que tu vas jouer même un Allemand. Et ça brise le stigma de dire putain, mais en fait, les Allemands, c'est tous des enculés. Excuse-moi l'expression vulgaire, mais c'est pas le cas. C'est des hommes et des femmes aussi fermiers qui n'ont pas eu le choix de se retrouver dans ce truc-là. Et Soldats Inconnus, mais c'est une claque magistrale, c'est une critique de la guerre, une critique de la violence de la guerre, mais pas dans la violence meurtrière qu'on voit à la télévision ou dans les Call of Duty, ce genre de truc, ou dans les films américains. C'est la violence émotionnelle et sociale, comment les hommes et les femmes ont été brisés à la fin de cette guerre. C'est un hommage extraordinaire. Ubisoft, chapeau. C'est dommage que c'est leur seul coup d'éclat, je dirais, dans le côté indépendant, mais ils avaient mis la barre très très haute. C'est un jeu que je me refais, par exemple, de temps en temps. Quand tu joues à ces jeux, en fait, est-ce qu'il y a une fin? Ou est-ce que tu peux comme ça rejouer? Est-ce qu'il y a un but ou c'est juste l'expérience et puis est-ce qu'il y a des jeux sans fin? Ça dépend des jeux? Ça dépend des jeux. Là, on prenait l'exemple de Journey et Abzu. Ce sont des jeux finis. En 4-5 heures, c'est fini. Il n'y a qu'une seule fin. Elle est la même pour tout le monde. Mais c'est l'expérience qui est différente pour chacun. Soldats Inconnus, de mémoire, je crois qu'il y a 2 fins différentes en fonction de ce que tu vas décider dans le jeu. Et c'est ça la partie interactive qui est intéressante, c'est que tu fais des vrais choix. Et des fois, des choix, tu vois, qui sont chronométrés parce que tu as un char qui arrive et tu te dis, je prends quoi? J'y vais avec mon chien, je vais là ou je vais là? Si tu vas là, c'est pas le même cheminement narratif que tu auras que si tu vas là, tu vois.
Et tu as des choix comme ça qui sont faits très très forts. Alors, Sol d'Inconnu, c'est pas le meilleur exemple dans ces choix. Il y a des autres jeux qui font des trucs surréalistes. Je pense notamment à Beyond Two Souls, là qui perd du tout un jeu indépendant. C'est un très très gros jeu qui a lui 25 ou 30 fins différentes. Et là, c'est dans la catégorie film interactif. Là, on est dans un graphisme type cinéma. Et là, il y a effectivement un nombre pléthore de fins. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode pour expliquer un peu plus loin sur la narration dans le process. Donc, Soldat Inconnu, franchement, c'est à mettre entre toutes les mains. Et les jeux que je vous ai cités, c'est des jeux qui sont pas chers. Hein. C'est des jeux qui coûtent entre 9 et 15 euros. Hein. Et je me souviens, Abzu a été en promo à 1,49 €. Tu vois ce que je veux dire? Donc, 9 et 15 euros le jeu. Je pensais que c'était beaucoup plus. En fait, le prix des jeux en fait a diminué. On n'en a pas parlé de ça, des prix des jeux. Non, parce que je vous ai prévu un épisode un petit peu plus tard sur les prix. Effectivement, aujourd'hui, on a toute offre à partir de 1 € jusqu'à 70-80 €. Et les offres sont différentes. Il y a même des jeux gratuits, bien évidemment, qui ont des contenus payants. Mais ça, j'en parlerai plus en détail parce que c'est vraiment un gros morceau aussi. Mais c'est vrai que ces questions se soulèvent plus on avance dans les émissions. Et c'est vrai que ces jeux-là sont dans des prix ultra raisonnables qui permettent à n'importe qui de pouvoir les expérimenter. Quatrième jeu que je voulais évoquer avec vous, qui est un jeu qui est assez politisé, même très politisé, qui est Paper, Please. Paper pour papier et Please pour s'il vous plaît. Papier, s'il vous plaît. Tu vois ce que je veux dire dans le truc. Tu joues un garde-frontière dans un pays fictif, mais tu dois, tout le travail, en fait, toute l'expérience de jeu, c'est de donner ou non des papiers aux gens. Et c'est assez déroutant, en fait, comme truc. Parce que le jeu est tellement bien fait que le jeu prend en considération, en fait, tous les tenants sociologiques, tous les tenants des gens qui demandent la carte verte pour accéder, et toi, le douanier, entre guillemets, qui est assujetti aux règles de l'État en termes de finances, en termes de sécurité, en termes de tout ça. Et tu dois faire des choix, l'expérience est grisante, ultra grisante, et tu dis, merde, putain, je lui ai pas filé les papiers. Merde, c'est chaud. À lui, je lui ai filé les papiers, mais putain, je crois que c'est un pourri. Parce que tu as ça aussi. C'est que tu as des fois des gens qui te paraissent vachement bien, mais que tu peux pas leur donner les papiers parce qu'ils rentrent pas dans les quotas et dans tout le truc. Et tu te dis, mais putain, ils sont vachement bien, ces gens-là. En fait, ils sont vraiment, tu le sais, parce qu'on t'a donné des informations très précises. Et tu as d'autres qui ont, eux, le feu vert pour pouvoir immigrer, mais qui sont globalement... Tu es là, tu te dis, merde, c'est pas le genre de personne qu'on veut, quoi. Et ce jeu lève ce truc-là, c'est vraiment, vraiment bluffant. Et il y a certains moments, je te jure, vraiment, tu te dis, putain, là je crois que j'ai déconné, là. Ah, j'ai déconné. Et tu t'y prends au jeu, en fait, tu te prends vraiment au jeu parce que c'est vraiment très bien fait. Alors, je parle pas de graphisme parce que c'est pas, graphiquement, c'est pas du tout réaliste. C'est vraiment très bien fait dans l'écriture, dans les textes, dans la façon dont c'est mis en place. C'est vraiment, vraiment bluffant. Et Paper Please, pareil, c'est un jeu à très bas prix, de façon générale. Ça aussi, c'est un producteur, donc des petites productions. En fait, c'est des jeux qui. Je crois qu'ils sont deux. Ok. Donc, ils ont été deux, ils ont fait ça pendant 3 ans. Ouais. Dans leur côté, ils ont réfléchi, ils ont écrit, ils ont codé, ils étaient au plus près. Ils se sont imaginés quel devait être le rôle réellement d'un mec qui est obligé de dire oui ou non. Tu vois, et ils se sont dit, on va en faire un jeu, on va faire quelque chose de ludique, avec une partie simulation, une simulation de frontières. Et franchement, c'est bien, c'est vraiment bien pensé, c'est vraiment bluffant. Je te dis, t'es vraiment, tu dis là j'ai bien fait, et puis après t'apprends que t'as merdé le truc. Tu dis, mince, mais c'est pas vrai. Pourtant j'ai regardé tous les papiers, c'était bon, machin, mais en fait pas du tout. Tu t'es totalement raté. C'est ce côté que je vous dis au début de l'émission, c'est cette part d'interactivité qui est assez bluffante. Et dans le jeu vidéo, on appelle ça briser le 4e mur. Donc, il y a 3 murs, les 3 dimensions du monde dans lequel on est. Et le jeu vidéo s'insère dans ces 3 dimensions en brisant le 4e mur. En rentrant dans ton univers, dans ta pensée, dans ton truc, en te mettant en porte-à-faux. Et ça, je vais vous donner un autre exemple un peu après, encore plus poussé de ça. C'est vraiment fascinant. Le jeu suivant, c'est Firewatch. Firewatch, tu joues un garde forestier
Ta femme est gravement malade, elle est hospitalisée, et puis elle décède, et tu te retrouves à essayer de changer ta vie. Et en fait, tu plaques tout, et tu décides de devenir garde forestier, de passer un été en tant que garde forestier dans une forêt américaine, pour vous peindre le décor très jaune, orangé, avec des séquoias. C'est un peu cartoon l'ambiance, mais c'est vraiment bien, très très bien fait. Et donc du coup, tu te retrouves dans cette tour, tout seul, avec quelqu'un qui, tu sais, c'est ces tours opérateurs dans ces forêts qui se relaient tous les 3 mois pour protéger des incendies. Et donc, ouais, c'est les observateurs qui sont comme ça dans des miradors. Exactement. Toute la journée, tu regardes s'il y a des feux d'incendie à l'horizon, tu es au Toki, puis tu as une autre balise de l'autre côté, tu leur dis feu nord-ouest, machin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est proche? Ouais, on est à 3 jours de marche, il faut appeler les Canadair, les machins, mais ils sont pas joignables, la ligne est coupée parce que tu es perdu, tu es au milieu de nowhere, comme disaient les Américains. Ouais. Donc, du coup, tu te trouves dans ce rôle-là, quoi. Et tu as un Toki, puis tu commences à sympathiser avec une autre personne que tu ne connais pas, de l'autre côté, et puis tu commences à faire des sorties de jour. Et donc, du coup, tu as un petit côté survie, tu as un côté te repérer dans la forêt avec une cartographie, une boussole. C'est très, très, très bien fait. Et tu as un brin de paranormal qui commence à rentrer dans le jeu. Et en fait, le jeu, le truc qui est très intéressant, c'est effectivement ce qui soulève le deuil, où tu vois le mec absolument brisé par le décès de sa femme. Et alors là, je vous dépeins le très court parce qu'il y a plein de choix dans le jeu. Hein. Il y a vraiment plein de choix. Au début, on te pose des questions avant de commencer le jeu et le jeu va s'adapter en fonction des réponses que tu as mis à ces questions. Donc, il y a différentes variantes de la relation que tu as avec ta femme. C'est assez fantastique, c'est beau. Tu es vraiment immergé dans ce monde-là et il y a ce truc du deuil qui est là. Le mec qui est seul, qui voit des hallucinations dans la forêt, qui voit des silhouettes, qui voit des trucs, qui pense que c'est sa femme. Le Toki ne marche plus, puis il entend la voix de sa femme. Il y a vraiment... D'ailleurs, l'un des créateurs a perdu, je crois, son frère ou son père de mémoire, et en fait, il rend hommage. En fait, ils ont rendu hommage au décès de cette personne à travers le jeu, avec vraiment cette envie d'inspirer de l'espoir quand les gens s'en vont. Et ça me rappelle un petit peu le jeu que tu as développé pour ton chien et puis voilà, ce livre, Les Saisons du Paradis, quoi. Exactement, c'était vraiment, c'est un peu dans le même esprit. Alors c'est vraiment un jeu radicalement différent, mais c'est ça qui est chouette, hein. C'est que le jeu vidéo est très très riche créativement, n'a pas de limite. Là, on est si vous vous souvenez, dans un first person, donc on est en vue intérieure, donc on est vraiment ce garde forestier au milieu de cette forêt. Voilà, c'est vraiment aussi un jeu qui vaut une quinzaine d'euros. Tu fais ça en 6-7 heures, il est un petit peu plus long. Et c'est vraiment, vraiment bluffant. Tu n'as pas de musique, tu n'as que l'ambiance de la forêt. Donc le vent, tu as des fois des petites nappes sonores, bien évidemment, mais c'est très, très peu présent. C'est l'ambiance naturelle de la forêt qui est prédominante. Avec les cours d'eau, le son des corbeaux, le son des chauves-souris. Franchement, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Ensuite, il y avait un autre jeu qui m'a marqué, qui a eu une critique assez étonnante, c'est-à-dire que les gens étaient un peu mal à l'aise de parler de ce jeu quand il est sorti. C'est Spec Ops de Line, sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360 aux alentours des années 2008, 2009, 2010. Et on est à Dubaï, la planète est absolument ravagée. Il n'y a que les armées qui essayent de trouver des solutions. Bon, voilà, tu te retrouves à Dubaï, donc la nature a repris ses droits, tu as des tempêtes de désert au milieu de tout le décorum de Dubaï qui était à l'abandon, qui est totalement détruit. La nature a nettoyé, on va dire, la crasse urbaine humaine dans cette aventure. Donc, il y a encore un truc écolo derrière, très clairement, une vraie critique. L'humain ne peut pas s'arrêter d'aller dégueulasser la nature, même au milieu du désert, là où même c'est pas propice à le faire, tu vois. Et il rajoute une critique américaine de l'armée, donc tu joues des soldats américains. Et au début de ta mission, de l'histoire, tu as un mec avec toi qui est un agent de la CIA. Et ce mec, ta mission, c'est de le sauver. Sauf que, au fur et à mesure, tu as des doutes si c'est pas, en fait, l'un des responsables
de la situation du monde dans lequel on est si c'est pas un méga pourri. Mais en fait, c'est tellement subtilement écrit. Il y a un livre qui est sorti d'ailleurs sur ce jeu, chez mes copains sœurs d'édition, où ils l'ont décrypté entièrement parce qu'il y a vraiment une narration, des choix politiques, il y a plein de trucs, tu vois, c'est fascinant. Et en fait, tu es toujours torturé entre le fait de sauver ce gars ou de sauver les civils que tu rencontres. Parce que ce gars veut pas que tu les sauves. Parce qu'il dit c'est pas le plus important dans l'immédiat. Le plus important, c'est, tu vois, il y a d'autres choix à faire. Et en fait, le jeu te tiraille en permanence entre sauver ces gens, ces hommes, ces femmes, ou ce mec de la CIA. Et ce qui est fantastique, c'est que ce que tu penses au début, puis après, en fait, il y a ce retournement de situation sur retournement de situation et tu n'es jamais sûr de faire le bon choix. Jusqu'au dénouement final, bien évidemment. Pour ceux qui le font, je ne vais pas dire le dénouement final, mais... Ouais, spoil pas. Ouais. Non, je vais vraiment éviter de spoiler, mais c'est Spé Ops The Line, c'est définitivement un jeu que j'aimerais revoir, qu'on appelle ça remaké, sur les consoles actuelles, c'est-à-dire qu'il puisse tourner sur la Switch, la PS4 et la nouvelle Xbox, pour pouvoir le refaire. Parce que tu vois, c'est le genre d'expérience que moi j'aime bien refaire 2 fois, 3 fois, parce que t'as pas toujours le même ressenti à chaque fois que tu le refais. Franchement, chapeau. C'est un peu le cas de certains livres. Par exemple, un des meilleurs livres que j'ai adoré, c'est Kafka sur le rivage de Murakami, qui a un prix d'excellence en littérature. Je vous invite à lire Murakami. Pour moi, c'est un des meilleurs auteurs au monde. Murakami, c'est hommage à 19Q4, hommage à Orson Welles de 1984. Il a fait une trilogie extraordinaire sur les mondes, c'est juste grandiose. Et ben, le jeu vidéo est un peu aussi dans ce type d'œuvre littéraire où des fois tu y relis 10 ans plus tard, puis tu n'as pas la même vision du truc, parce que tu as grandi, parce que tu as mûri, parce que peut-être politiquement tu as évolué aussi. Donc du coup, il y a vraiment ce truc-là, et je suis certain que dans les 10 ans qui arrivent, Spé Ops The Line aura une notoriété comme étant un monument du jeu vidéo, comme peuvent l'être certains monuments littéraires, musicaux ou cinématographiques. Là, on est encore un peu tôt, mais tu vois, quand moi je serai vieux, quand j'aurai 70 ans, on se rappellera, tu te souviens à l'époque, Spé Ops The Line soulevait ces sujets-là bien avant tout le monde. Et regarde ce qui se passe dans la société actuelle, ce qui soulevait il y a 30 ans, c'est en train de se produire. Il y a vraiment ce truc-là aussi. Le jeu le jeu vidéo n'est pas timide tout de même à lever quand même ses interrogations sur la place de l'homme, la place de la nature, sur les complots militaires, sur les choix des militaires d'aller sur telle ou telle nation pour. C'est vraiment, vraiment un jeu fantastique, Spé Ops The Line. Et là, je vais vous parler d'un autre jeu qui est la miniature que Gilles a décidé de choisir pour faire cette émission, qui est The Last Day of June. Je ne m'attendais absolument à rien avec ce jeu quand il a été annoncé en catimini. C'est sorti comme ça sur Steam, puis après ça a popé, c'est sorti sur tous les stores des différentes consoles. Et puis je télécharge ça, je me souviens, j'étais avec ma Switch, j'étais dans mon canapé, je me dis tiens, j'ai envie de me faire une expérience, j'ai envie de me faire quelque chose qui casse un peu les codes, je mets mes oreillettes, je me pose avec la console, je repenche le truc, j'entends la musique, tout de suite on est effectivement dans cette ambiance. Elle est immersive la musique, ouais. Ah ouais, elle est là, le côté esthétique du jeu me parle un peu aussi, il y a quelque chose de mignon, et je sais par expérience que les jeux comme ça soulèvent narrativement des sujets super lourds. Donc pour vous la faire assez courte, The Last Day of June, ça se passe dans un monde fictif, au bord d'un lac. Vous êtes ce personnage avec ses petites lunettes, sa tête ronde et sa femme. Et puis, vous faites ce pique-nique très amoureux. Donc c'est un choix de jeu. Donc c'est un jeu de choix. Donc il y a des dialogues. On se parle. Tu peux donner la réponse à l'autre et tu crées un lien. Même si pour le coup tous les dialogues donnent l'illusion qu'il y a plusieurs choix, c'est pas vrai en fait. Peu importe ce que tu fais, tu arriveras toujours à ce choix-là dans les boîtes de dialogue. Mais il y a une nuance qui est assez fantastique. Et donc c'est extraordinaire, c'est assez bucolique, ça rappelle un petit peu nos amourettes qu'on a pu avoir, ou la première fois qu'on a rencontré notre femme et tu l'as demandé en mariage. Il y a vraiment quelque chose, ou l'as demandé en concubinage, peu importe. Mais ça rappelle un peu ce truc-là, c'est très mignon, et la façon dont c'est écrit, ça touche tout le monde parce qu'on l'a tous vécu. Et c'est ça sa force, c'est qu'en fait on a tous vécu ce premier moment de jeu. Et
ils remballent le pique-nique, ils prennent la voiture, ils remballent les affaires. Je crois qu'il y en a, il la demande en mariage et la pluie commence à s'abattre et ils ont un accident sur la route du retour de chez eux. Sa femme meurt sur le coup et lui devient paraplégique. Alors autant vous dire que là tu te dis what, tu te dis que c'est ça plante le décor, ouais. Ça plante le décor. Ça va passer un super moment. Ouais. Et tu vas passer un super moment et tu commences donc dans cette maison que tu as vue au début du jeu qui était resplendissante, la vie de couple, la femme, la vie de la femme, les fleurs dans la maison, les rideaux, tu vois le truc. Et là tu es en fauteuil roulant, c'est des jonchés de détritus, le mec est au bout de sa vie en fait, il a perdu la flamme de sa vie, il est au bout de sa vie. Et puis une petite lumière apparaît et cette petite lumière va lui permettre de retourner dans le temps. Et ce qui est absolument extraordinaire avec le jeu, c'est que tu vas retourner dans la journée complète précédant le drame pour essayer de trouver une solution pour éviter le drame. Et c'est des choix. Et puis tu rates et ça marche pas et tu retournes dans le temps et tu te dis ben, je vais essayer. Il y a le jardinier, tiens, elle a discuté avec le jardinier. Qu'est-ce qui a été dit? Ok, mais après elle a fait ça. En fait, tu remontes le fil de la journée de ton épouse pour essayer d'aller la sauver. Mais je ne vous dis rien, c'est dramatique. C'est dramatique, c'est à chialer. Tu te dis mais non, c'est pas vrai. Tu te dis ok. L'écriture est absolument parfaite, la musique parfaite, l'esthétique du jeu parfaite. Moi, je dis, j'ai une petite fille. Quand elle sera en âge, j'ai déjà prévu une arborescence de livres, de jeux à lui faire expérimenter, parce que c'est des contes, c'est des contes de la vie, c'est magnifique. Je ne peux que vous conseiller The Last Day of June. Jeu exceptionnel. Vas-y, je t'en prie, Gilles. Non, mais ça, écoute, ça donne envie. Hein. Tous les jeux que tu nous décris ont l'air passionnants. Et je trouve qu'il y a une très grosse différence par rapport à la semaine dernière, en fait, où tu décrivais en fait d'autres types de jeux. Là, je trouve qu'on est plus sur des jeux qui font appel à l'émotionnel. Oui. Peut-être pas peut-être à l'intellect aussi. En tout cas, à l'émotionnel, ces jeux immersifs où il n'y a pas forcément, d'après ce que j'ai compris, d'action. Mais bon, peut-être les jeux d'action vont arriver là bientôt. Mais voilà, je trouve qu'il y a une grosse différence par rapport aux jeux de la semaine dernière. Et ça, c'est le type de jeu qui vraiment me tente beaucoup, quoi. Vraiment. Ça, j'en ai une liste extraordinaire d'expériences. Et là, tu viens de parler d'action. Et comme je disais, je vous ai fait des gros. Que je vais parler un peu, puis après je vous ferai une liste plus rapide de différents titres pour vous donner des idées de tout le catalogue qu'il y a dans ce genre d'émotions. L'autre, j'étais obligé d'en parler parce qu'on a mentionné Hideo Kojima dans un épisode précédent. Hideo Kojima, c'est l'un des plus grands créatifs dans le domaine du jeu vidéo qui a créé cette fameuse saga Metal Gear Solid. C'est un jeu d'action, infiltration. C'est très hollywoodien, c'est des budgets et c'est des très très gros budgets et pourtant lui va réussir à travers ces gros budgets à soulever des sujets vraiment vraiment poignants. Et donc on est dans un monde fictif dans Metal Gear, mais quand même très inspiré du monde dans lequel nous sommes. Le conflit au Moyen-Orient, le conflit en Afrique, l'omniprésence américaine, la rivalité américaine et russe. Et toi, tu es Snake, ce personnage, donc tu es globalement un agent envoyé en mission. Il y a différents Metal Gear, hein. Il y en a eu 3, il y a eu le 4e qui était Phantom Pain, Metal Gear 4, Guns of Patriot et Metal Gear 5 de Phantom Pain. Donc ces 5 grands Metal Gear retracent toute l'histoire de qui est Solid Snake et Hideo Kojima lève des sujets vraiment tabous, pas abordés dans le jeu vidéo, encore très peu abordés dans les grands médias. Je dirais que c'est peut-être l'un des premiers à avoir abordé en 1997 ces sujets-là sur les nanotechnologies, le transhumanisme, mais de façon extrêmement pointue. Il a vraiment une connaissance littéraire et cinématographique très, 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 très pointue. C'est un grand passionné de cinéma.
vraiment Kubrick, tu vois, tous ces auteurs, plus que réalisateurs. Et il transmet ça dans ce jeu. Et donc, du coup, ce jeu soulève ces sujets-là. Donc, la place de l'homme au regard de la nature, la volonté de l'homme en permanence de se substituer à la nature pour devenir homo deus, l'homme-dieu. Voilà, tu coupes un bras, on te recrée un bras bionique. Le développement des facultés abordées notamment par Laurent Alexandre, le fameux urologue abominable, qui fait partie de ces techniques. Tu vois, j'étais obligé de le mentionner, quoi. Mais parce que c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Ah oui, c'est un visionnaire, on aime ou on n'aime pas, peu importe. Mais moi, j'apprécie pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il souhaite, c'est ce que dénonce Hideo Kojima dans Metal Gear. C'est que au moment donné où on va modifier nos capacités cérébrales par les nanotechnologies ou l'intelligence artificielle, nous perdrons le contrôle. Et Metal Gear aborde ça. C'est-à-dire que c'est un monde régi par les nanotechnologies, par les machines. Et donc, du coup, le personnage que tu crois être humain, au final des épisodes, te rends compte que tu es 100% un soldat nanotechnologie. Et il y a vraiment ce truc levé. Après, il lève des points très sensibles sur les enfants, par exemple. Pendant les guerres, dans un des Metal Gear, on est pris dans un endroit qui s'appelle Zanzibar, qui est c'est vraiment l'Afrique, tu vois, où il soulève l'enfermement, l'esclavagisme des enfants dans les zones de guerre. Ce qu'on fait des enfants, il soulève des sujets très forts, mais il le fait habilement. On tombe jamais dans la putacliquerie. On est toujours dans une réflexion. Alors, toute proportion gardée, Hideo Kojima a un melon comme ça, parce que c'est une rockstar. C'est-à-dire que c'est le mec qui nous a mis dans Metal Gear Solid Harry Gregson Williams à la composition musicale. Donc, il est allé à Hollywood, il a dit « Toi, tu viens, tu le fais ». Et c'est un des rares à travailler avec Hollywood. Là, les derniers qu'il a travaillé, c'est Matt Mikkelsen, c'est Léa Seydoux, c'est Peter Jackson, c'est Norman Reedus de Walking Dead. Qui sont des acteurs, qui sont des personnages dans le jeu, c'est ça? Exactement, qui sont des vrais personnages. Ok. Oui, tu vois vraiment leur visage. Matt Mikkelsen fait une prestation. Tu es là, tu dis waouh, incroyable. Moi, je sais comment on le fait. C'est bluffant. Tu vois, tu le reconnais, c'est lui. C'est faciès, c'est son truc. Léa Seydoux, c'est pareil. Norman Reedus, c'est pareil. Et il avait initié ça avec Metal Gear, avec le personnage de Solid Snake. Et c'était Kiefer Sutherland qui faisait la voix de Solid Snake dans Metal Gear 4. Parce qu'au début, c'était un autre personnage, David Hayter. Mais en mûrissant, Kojima brise toujours le quatrième mur et se dit, regardez bien, Hollywood, parce qu'on va vous mettre au chômage. Le jeu vidéo devient si puissant, si beau, c'est-à-dire que les personnages sont comme toi et moi, il n'y a quasiment plus de différence aujourd'hui, que demain, on pourra recréer n'importe qui. Plus besoin d'acteurs. D'avoir des scènes. Exactement, on va remplacer parce que la technologie va nous le permettre. Et Kojima fait une sorte de pied de nez en montrant à l'industrie qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, en fait, englobe tous les médias. C'est-à-dire qu'on a les meilleurs écrivains, les meilleurs musiciens, les meilleurs réalisateurs qui viennent dans cette industrie parce qu'en fait, c'est l'industrie qui est en train de fédérer tous les marchés. Parce que tu vois, le livre se vend de moins en moins, donc on cherche à avoir du livre interactif. Aujourd'hui, il y a des livres en VR où tu glisses le casque, tu rentres dans l'univers du truc, on te raconte la narration avec un audiobook, des images incroyables. Donc le jeu vidéo, ça s'arrête pas simplement à la console. Il y a le casque, il y a tout en fait, tu vois. Et Kojima est très visionnaire là-dessus. Et mettez en garde tout le monde de là où allait l'industrie. Et ce qui était marrant, c'est que lui, il lead en fait cette industrie dans cette direction, mais en le critiquant. Donc en fait, il est pris à son propre piège, mais déteste ce propre piège quelque part, mais en étant aussi amoureux de ce propre piège. Tu vois, c'est vraiment la pensée de l'ego, la pensée de l'homme. Et Metal Gear brise ce truc-là de façon fascinante. Après, je ne vous parle pas dans les jeux même, parce que dans les jeux même, il le brise aussi ce quatrième mur plusieurs fois. Tu vois, par exemple, un jour, tu rencontres un personnage dans Metal Gear et il te dit je sais que t'aimes ça. T'adores le foot. Je sais que toi, t'aimes le foot. Je sais pas pourquoi. Ou je sais que t'aimes ça. Et en fait, tu te dis, mais c'est pas possible, comment il sait que j'aime le foot? Tu vois ce que je veux dire? C'est un jeu, quoi. Et en fait, l'intelligence du jeu, c'est de lire les données de sauvegarde des jeux auxquels tu as joué dans le passé
et il analyse globalement à quoi tu as joué et il te dit. Et il brise ce mur-là et donc sur le coup, tu es totalement bluffé. Ça, c'est vraiment le maître Hideo Kojima. C'est globalement on aime ou on déteste le personnage. Par contre, ses œuvres, la saga Metal Gear est vraiment une saga fantastique et son dernier jeu, Death Stranding, soulève aussi. Je fais une petite aparté sur ce jeu-là parce que ce n'est pas prévu, mais je le fais parce que je ne l'ai pas encore fait. J'ai lu suffisamment, j'ai échangé avec beaucoup de gens autour qui l'ont fait. C'est globalement le monde est terminé. Ça se passe aux États-Unis. Il n'y a plus que quelques petites villes qui, c'est très futuriste, hein, il y a quelques petites villes qui subsistent. Toi, tu joues Norman Reedus, le mec de Walking Dead, et tu dois rétablir tout le contact dans le pays. Donc, tu te vois traverser à pied avec des caisses sur le dos pour aller donner des ratios, donner des trucs, et tu as vraiment le poids sur tes épaules pour relancer le monde, trouver une solution de relancer le monde. Sauf que l'humanité a joué à Dieu, encore une fois, et que là, c'est pas l'écologie qui est vraiment centrée, c'est qu'il y a un monde parallèle qui est en train de manger, entre guillemets, qui est en train d'essayer d'interférer avec notre monde. Et c'est assez terrifiant. C'est tellement bien fait, c'est extrêmement terrifiant. Ça me fait penser un petit peu à la question sur l'utilisation de la bombe atomique et de l'uranium. C'est qu'on sait qu'il y a des dégâts irréversibles à l'utilisation de ces bombes, des dégâts physiques. Mais certains scientifiques s'accordent à dire que les pires dégâts sont ceux qu'on ne voit pas. C'est ce qui a probablement créé peut-être des mondes alternatifs ou des résonances dans d'autres mondes alternatifs, les explosions de ces bombes. Donc attention, ce sont des sujets d'études, des théories, mais ce jeu soulève ces questions-là. Hideo Kojima, voilà. De toute façon, à chaque fois qu'il annonce un jeu, c'est tout le monde se dit ok, c'est bon, le mec il va encore se lâcher, voilà. Donc là, c'était vraiment les jeux que je voulais détailler, mais il y a d'autres jeux que je voulais parler, Gilles. Plus rapidement, parce que tu vois, on a déjà une heure. Ouais, mais moi, je vais te proposer autre chose, Nico. Est-ce que tu penses qu'on ne ferait pas un 5e épisode bis? On peut se dire aussi une bis, parce que j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai encore 10. Ouais, sinon, on va les bâcler. Ce que je te propose, les amis, je pense qu'on vous demande votre avis, mais bon, vous serez d'accord. Vous serez d'accord, de toute façon. J'ai pas envie de le bâcler. Je me régale cet épisode-là. Vraiment, je me régale. Aussi, donc, je pense que voilà, on se donne le temps d'en produire un deuxième. Ça fera 10 émissions avec une bis. Parce que j'ai pas envie qu'on se presse et qu'on le bâcle. Je trouve que tu développes très bien tous les jeux, et puis tous les jeux, je pense, ont leur place. En plus, si tu en as encore une dizaine, donc je pense qu'on va prendre le temps. Mais tu vois, ce type de jeu, moi, ça m'inspire beaucoup. Ah oui, mais comme je te dis, en plus, tu as beaucoup de choix. Si un jour tu passes le cap, je te ferai une petite liste d'expériences. Je te dis, quand je pense à toi, je pense à Soldat Inconnu. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'historique, de très, très, très poignant. Ça rend hommage à la France, à ce qui s'est passé d'une belle façon. Vraiment, c'est d'une très belle façon. J'aurais aimé pouvoir discuter avec mon grand-père qui a fait la résistance, qui a été résistant durant la Seconde Guerre mondiale, qui a vécu aussi la Première. Parce qu'il y a vraiment quelque chose. Ils ont été s'inspirer de tous les récits, les témoignages. Je sais qu'ils ont été beaucoup discutés avec les quelques personnes qui étaient encore en vie de la première. Il y en a de moins en moins quand même. Hein. Les gens ne sont pas éternels. Il y a vraiment un travail de fond pour toucher. Et c'est fantastique, vraiment fantastique. Je t'invite à regarder la BO. Ça s'appelle Valiant Heart en anglais. C'est pas Soldat Inconnu, ce sera sûrement sur Valiant Heart. Donc Cœur Vaillant. Cœur Vaillant, Valiant Heart. C'est à voir, c'est vraiment c'est chouette. Regarde un trailer ou deux, tu verras. En plus, tu aimes bien, toi, la BD. Ouais. Et il y a vraiment quelque chose de la BD, quoi. Il y a vraiment quelque chose très français. Et je trouve ça chouette. Dans un monde où tout est anglophone, c'est bien chouette d'avoir ce genre de truc. On vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour la suite de cet épisode numéro 5. Merci beaucoup, Nico. Merci à vous tous. Merci à tous qui avez suivi le live. Salut, à la semaine prochaine.